Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour la continuité de ce premier débat engagé sur l'élection présidentielle en 2018, le vote de la diaspora. Pour cette deuxième émission, j'ai choisi de recevoir des personnes qui sont neutres mais qui vont décrypter les propos d'abord des leaders politiques et ensuite décrypter un tout petit peu ce qui va se passer tout au cours de cette année. Je reçois M. Serge Bakwa, je rappelle que vous êtes avocat d'abord et ensuite vous êtes représentant de la diaspora camerounaise en France. Bienvenue. Merci de me recevoir, Madame Orio. Eh bien, je vous en prie. Et enfin, donc, je reçois sur ce plateau M. Émile Boyogueno. Je rappelle que vous êtes chargé d'enseignement à Sciences Po. Bienvenue. Merci, Madame Orio. Je vous en prie. Et puis, lui, vous êtes un habitué de notre plateau. Louis Kemayou, je rappelle que vous êtes journaliste et puis président du Club de la presse africaine en France. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez écouté, vous avez suivi ce premier débat avec un interlocuteur du RDPC, une personne du SDF, un représentant de Cabral Libye. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur Serge Bakwa. Vous êtes représentant de la diaspora camerounaise à Paris. Alors, on a pointé un certain nombre de dysfonctionnements, et notamment le fait qu'il n'y ait pas, effectivement, une vraie représentation de la diaspora camerounaise. Qu'est-ce que vous dites à ce propos ? Merci, Madame, de me donner la parole sur ce sujet qui est un véritable... soit serpent de mer, soit serpent qui se mord la queue. À partir du moment où, dès 2011, nous sommes rentrés, diaspora, dans le jeu politique et donc le jeu électoral camerounais, la contrepartie, justement, c'est de rappeler aux membres de cette diaspora ici en France qu'il y a des élections en 2018. Allez vous inscrire sur les listes électorales, c'est ce que j'ai rappelé. Lors de ces vœux, allez vous inscrire. Deuxièmement, il y a des instances qui existent, le Sénat, le Conseil économique et social, le Parlement, d'autres instances. Nous aurons peut-être des régions, nous aurons peut-être autre chose, que la diaspora soit représentée dans ces différentes instances. Parce que nous avons d'un côté une diaspora qui contribue notamment économiquement très fortement au Cameroun. Justement, nous avons une diaspora qui investit. La contrepartie serait justement que nous ayons aussi une diaspora qui soit partie prenante à ces différentes institutions. Louis, est-ce que vous étiez au courant qu'on avait un représentant de la diaspora à Paris ? Est-ce que vous pensez que ça peut déjà être un élément, en tout cas pour avoir une élection un peu plus organisée ? Parce que c'est surtout ce qui est ressorti des propos, notamment de M. Jean-Paul Tchakoté du SDF. Ce que je pourrais dire, c'est dans un premier temps que je salue ce qui a été fait. Parce que même si aujourd'hui le Cameroun ne fait pas suffisamment à mon goût pour sa diaspora, les Camerounais compris, c'est déjà bien qu'il y ait un embryon de structure qui se mette sur pied et qu'il y ait ce conseil qui représente les Camerounais de la diaspora. La limite peut-être dans l'exercice, c'est que quand vous prenez la communauté camerounaise à l'étranger, l'une des plus fortes communauté camerounaise à l'étranger, c'est au Nigeria qu'elle se trouve. Et malheureusement, cette communauté est aujourd'hui prise entre deux feux. Boko Haram, c'est pas une illusion. C'est un vrai problème qui est posé. Comment est-ce qu'on fera pour aller vers cette diaspora-là et l'intéresser à la vie de la nation ? Ça, c'est une vraie question à laquelle l'institution devra répondre. Nous avons, excusez-moi de vous couper, mais nous avons prévu en 2018, au niveau du Conseil des représentants de la diaspora, nous avons prévu de passer probablement au mois d'août, pendant l'été, de faire une descente au Nigeria. Justement pour rencontrer la diaspora camerounaise du Nigeria, parce qu'effectivement, nous avons 1200 km, il me semble, de frontières avec le Nigeria. Terrestre, voilà. Le Nigeria est le seul pays avec lequel le Cameroun a un accord de coopération sur plusieurs points. Le seul pays africain avec lequel nous avons un accord de coopération directe sur différents points, non seulement économiques, défense, culturels, etc. Le Nigeria est très important et nous estimons qu'il y a cette action-là, en tout cas, de notre côté, Conseil des représentants de la diaspora, à faire vers les Camerounais du Nigeria. Vous avez évoqué le côté économique. Le Nigeria est le premier partenaire économique du Cameroun. Donc, ce sont des éléments qui doivent peser dans la balance, de mon point de vue. Bien sûr. Donc, il y a ce premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la question de la nationalité. Oui. Je pense qu'aujourd'hui,
le Cameroun fait partie des 3 seuls pays africains où le code de la nationalité ne vous permet pas, quand vous êtes un national, d'avoir une autre nationalité. Il y a la RDC qui ne le permet pas, il y a le Cameroun et puis il y a l'Algérie. Ce sont les 3 seuls. Nous sommes une exception, mais vraiment une vraie exception. Dans un monde mondialisé comme nous le connaissons aujourd'hui, il est question de ne pas vivre dans des anachronismes. Et celui-là en est un qui est criard. Donc le droit de vote a été une très bonne chose. On voit que le taux de participation reste très faible. Les problématiques restent pertinentes. Au-delà de toutes les questions de vie qui ont été élevées, des études, du séjour et le reste, il y a une autre problématique qui n'a pas été évoquée et qui est tout aussi pertinente. C'est la mort et le retour au pays. Pour ceux qui veulent être enterrés au Cameroun. Comment est-ce que le consulat, parce que ne prenons pas que l'ambassade dans sa généralité, comment le consulat du Cameroun s'arrange pour que les ressortissants camerounais qui vivent en France, par exemple, et qui veulent, à leur mort, être enterrés au Cameroun, que ce vœu-là soit exaucé. Donc, je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui de s'occuper de tous ces aspects-là, mais en mettant vraiment de côté cet aspect politique très clivant et très passionné, qui fait que ces discussions prennent des tournures, de mon point de vue, très distrayantes et qui n'ont aucun intérêt. La dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est la question même de la vitalité des partis politiques. Et ça découle de la deuxième question que j'abordais, celle du code de la nationalité. Si nos partis politiques veulent avoir du cash flow, et j'entendais la représentante du RDPC qui disait que ceux de France ne sont pas liés directement à la vie de l'État, et donc ce n'est pas l'État qui finance le parti. Il faut pousser la dynamique et le raisonnement beaucoup plus loin et se dire que au niveau du Cameroun, nous sommes un pays pauvre, très endetté. Ce n'est pas une honte, hein? D'ailleurs on l'a célébré. Donc on est un pays pauvre, très endetté. Nous sommes passés à pays à revenus intermédiaires inférieurs, selon le dernier classement de la Banque mondiale. Bon, oui, mais enfin, il n'empêche... C'est un pays pauvre. Il n'empêche que quand on... Oui. Voilà. On est pauvre ou pas à revenus intermédiaires. On est pauvre ou riche, mais on est pauvre. Ça va certainement être changé parce qu'on est dans un nouveau programme avec le FMI depuis décembre dernier. Tout cela, c'est de l'écriture. Bien sûr, oui. Donc, le ressenti, c'est celui que la ménagère a quand elle va au marché et qu'elle fait ses courses. Le fait est que beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont encore en dessous du seuil de pauvreté. Comme beaucoup d'Africains, l'extrême pauvreté a reculé partout dans le monde, sauf en Afrique. Et jusqu'à preuve du contraire, le Cameroun est en Afrique. Et le Cameroun partage cette situation avec beaucoup d'autres pays africains. Donc, je pense que quand les partis veulent exister, ils doivent tenir compte de ces réalités-là. Et s'il y a une zone où on peut avoir de la solvabilité, y compris pour les partis politiques, c'est la diaspora. Et comment je vais militer dans un parti, payer une carte de membre si je n'ai pas le droit de voter, si je n'ai même pas le droit à la nationalité de ce pays? C'est en ces termes-là qu'il faut raisonner aujourd'hui sur le thème du code de la nationalité. Ce n'est pas que la binationalité. On n'est pas que Camerounais et Français. On peut être Camerounais, Nigérian, Gabonais et avoir une autre nationalité. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, le code de la nationalité camerounaise tienne compte de l'évolution à la fois sociologique et tout simplement de l'évolution de notre monde. Nous ne sommes plus un monde où les gens naissent et sont assignés à résidence dans une nationalité sur un territoire. Pour des raisons de confort, on peut être amené, comme les footballeurs par exemple, à prendre une autre nationalité sportive, mais rester camerounais de cœur. Et vous le voyez avec nos joueurs de foot, vous le voyez avec nos sportifs de façon générale. Quand ils sont à l'extérieur, qu'ils soient camerounais naturalisés, n'importe où, chinois, américains ou autres, ils ont toujours cette fierté de brandir le drapeau camerounais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de trahison. Il n'y a aucune trahison. Il n'y a pas de soupçon de trahison à avoir sur les Camerounais qui ont, pour des raisons qui leur sont propres, fait le choix de prendre, en plus de la nationalité camerounaise, une autre nationalité. Et si on fait déjà une exception pour les femmes, je ne comprends pas pourquoi on ne devrait pas l'élargir à d'autres Camerounais. C'est une discrimination peut-être positive, mais ça reste une discrimination, donc quelque chose de négatif. Maintenant, il y a la question des enfants. Les enfants qui naissent de parents camerounais et qui n'ont pas choisi d'avoir une mère ou un père d'une autre nationalité. Au nom de quoi vous leur interdisez de se sentir camerounais et de revendiquer leur choix d'être camerounais? Donc je pense que toutes ces questions-là sont beaucoup trop sérieuses pour qu'on les juge sous le seul angle étriqué de la politique. C'est les premières choses que je voulais dire en observation. Très bien. Émile, vous avez suivi et vous avez entendu un tout petit peu une représentation de la diaspora, le code de la nationalité qui empêche de voter, et puis une opposition qui dit que de toutes les façons, l'élection pointe un certain nombre d'irrégularités et que pour elle,
Moïse Esso, par exemple, parlait du boycott carrément des élections. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça? Qu'est-ce que nous augure cette prochaine élection présidentielle qui va avoir lieu dans quelques mois? Alors, je pense que M. Bakwa, pour commencer, M. Bakwa vous donne une fière chandelle. Vous avez offert une tribune extraordinaire pour justifier une position dont l'historique nous raconte qu'elle a plus ou moins été obtenue par effraction, d'une certaine façon. Parce que le porte-parole de la diaspora, c'est d'une grande complexité. Et à mon avis, il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Donc sa légitimité, tant que cela ne sera pas fait, ce travail de légitimité, de légitimation de cette position, son porte-parole aura quelques faiblesses. Premier point. Second point, pour revenir sur la question du boycott, je pense que, comme comme le dit vulgairement, les absents ont toujours tort. En matière de politique, il faut toujours être présent. Les absents ont toujours tort. Historiquement, on l'a vu, l'UPC d'antan, sous Miobé, a été absent d'élection. On a vu ce qui s'était passé. Donc, il faut toujours être présent. Premier point. Second point, les irrégularités pointées par ces personnes, par M. Esso et par d'autres personnes ici, me semblent un petit peu exagérées. Et là, je suis tendre. J'ai pris part à ces élections. J'étais scrutateur de 2011. Très bien. J'étais scrutateur à l'ambassade. Beaucoup de partis politiques de l'opposition n'avaient pas de représentants. Il y a eu 2 réunions préparatoires. Un seul représentant de l'opposition était là. C'était le représentant de l'UDC. Aucun autre n'était là. D'ailleurs, et M. Bakwa peut en témoigner, lors de la cérémonie des présentations des vœux, le seul parti d'opposition, c'était l'UDC. Tout à fait. Donc, il est bien de brandir un drapeau de revendication comme ça, mais il faut être sérieux par moment. Et c'est pour ça que cette opposition a du mal à se faire entendre. Il faut être un petit peu sérieux. Aucun n'est venu aux réunions préparatoires. Il n'y avait pas de scrutateur. J'ai participé au décompte, j'ai assisté, j'ai vu. On a dû choisir parmi les électeurs, d'ailleurs comme le code électoral le prévoit, on a dû choisir parmi les électeurs en fin de journée des personnes pour valider l'élection. Écoutez, restez pour faire le comptage des voix. Donc, les partis n'étaient pas présents. Ils ne peuvent pas parler d'irrégularité. On ne peut pas parler d'irrégularité si on n'a pas assisté à quelque chose. Je veux dire, c'est quand même un petit peu exagéré. Alors, sur la question du vote, de la double nationalité, ainsi de suite, je pense qu'on fait des progrès. On fait des progrès. Il faut être il faut regarder les choses en face. Nous sommes un jeune État. On fait vraiment des progrès. En 1960... Le Mali aussi est un jeune État. Hein. Pardon ? Le Mali aussi est un jeune État. Il a été indépendant à peu près dans la même période. Oui, tout à fait. Non, alors, je ne suis pas en train de justifier les faiblesses. Je suis simplement en train de dire qu'on fait des progrès. Il faut constater les progrès. Il y a à peu près 124 États dans le monde qui accordent le vote à l'extérieur. On est un jeune État et c'est très cher un vote à l'étranger. Ça coûte cher pour les partis politiques. C'est peut-être pour ça que ces formations politiques n'étaient pas représentées lors des dernières élections. Ça coûte cher pour l'État parce qu'il faut faire venir les bulletins de vote. Ça coûte extrêmement cher. Et ça coûte d'autant plus cher que le taux de participation, de façon générale, à la fois pour le Cameroun ou pour les pays beaucoup plus développés, est souvent très bas. La France, on est autour de 40 à 35% si on compte les deux dernières présidentielles. Au Cameroun, on est dans le taux de participation. On a à peu près un taux de participation égal à celui du Cameroun. Donc, il y a des difficultés. Alors, l'autre difficulté et l'autre élément à prendre en compte quand on parle du vote de la diaspora, ou du moins la question politique et la participation politique de cette diaspora, c'est que la migration est fondamentalement, de façon générale, nous sommes 5 millions dans la diaspora si on prend en compte l'étude, si on prend au sérieux l'étude réalisée par l'Office international des migrations avec l'appui du ministère des Relations extérieures du Cameroun, nous sommes 5 millions dans la diaspora. C'est un travail de 2016, nous sommes 5 millions. Dans les 5 millions, il y a une forte diaspora d'étudiants, mais il y a également beaucoup d'acteurs économiques, beaucoup de gens, de migrants économiques. Et honnêtement, quand on est là pour des raisons économiques, il est quand même un petit peu difficile de mettre le prix d'un billet de train. Paris-Nantes, on est autour de 150 € pour venir voter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dernier point, c'est pas le deuxième point, c'est un des points entre autres,
Mais dernier point, tout à l'heure a été dit ici, l'incapacité de l'ICAM à mobiliser les Camerounais pour s'inscrire sur les listes électorales. Enfin, là également, ce n'est pas tout à fait exact. Si on est Camerounais, on sait que 2018, c'est une année électorale. On le sait depuis au moins 7 ans. 2018 sera une année électorale. Résultat, quand on va faire légaliser un papier à l'ambassade, quand on va faire telle ou telle démarche à l'ambassade, c'est l'occasion de s'inscrire sur les listes électorales. L'État ne va pas non plus, l'État a besoin d'argent. L'État ne va pas non plus mettre de l'argent pour aller chercher des individus chez eux pour s'inscrire sur les listes électorales. Enfin, dans ce cas, qu'on fasse la même chose au Cameroun. Sinon, ce serait un petit peu une citoyenneté à double niveau. Dernier point, nous sommes 5 millions. Il est bon, comme vous le rappeliez, il est temps, à mon avis, que cette citoyenneté qui, pour l'instant, est limitée au vote pour les élections présidentielles. Uniquement, oui. Non, et référendum également, oui. d'après la loi 2011. Il est bon que ça évolue un petit peu. Nous sommes 5 millions. Si on considère que nous sommes 22 millions au Cameroun, il y a 22 millions d'habitants au Cameroun, nous sommes 5 millions, à peu près le quart. Donc il est peut-être temps que cette diaspora soit représentée. Donc que cette loi sur le code électoral évolue un petit peu, enfin cette loi qui nous permet de voter, évolue un petit peu avec la représentation, la représentation des citoyens de l'extérieur. À mon avis, il est temps. Et pour avancer, parce que c'est bien de regarder les progrès, de constater les progrès qui ont été réalisés, mais il est bon d'avancer dans ces progrès. Et le plus tôt sera le mieux quand même. Très bien. J'aimerais qu'on revienne quand même sur effectivement la représentation de la diaspora. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui qu'il faut organiser, parce que je suppose que vous ne serez pas représentant à vie, et quand vous allez organiser votre propre succession, qu'est-ce que vous mettrez dans le cadre ? Parce que là, vous nous avez expliqué que pour l'instant, il n'y a pas de descriptif de poste. Oui. En gros, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que dans quelques années, justement, qu'on ait une meilleure représentation ? Parce que je suppose que du coup, vous êtes le premier. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette représentation, pour qu'elle soit un peu plus entendue et que ces diasporas... est-ce qu'il ne faut pas procéder par élection, par nomination ? Bien. Déjà, sur la question, je vous ai répondu tout à l'heure sur ce point. Je suis un ardent partisan de l'élection. À une telle représentation, parce que je ne peux même pas dire une fonction, c'est à une représentation, parce que moi je suis un élu professionnel en France. J'ai été élu au Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. Je suis le premier Africain à avoir eu à occuper cette fonction depuis la création du Conseil de l'Ordre par Louis XIV. Donc, c'est une corporation. Oui. Mais c'est une élection, et c'est l'une des élections les plus difficiles dans ce pays. Donc, je suis un ardent partisan de l'élection, parce que là, on ne peut pas vous faire un procès en légitimité, justement, dès lors que vous êtes élu. Après, maintenant, il faut l'organiser. Sur quelle base ? Premièrement, il y a une liste consulaire à l'ambassade. Comme disait justement mon compatriote, c'est clair que tout Camerounais devrait pouvoir être inscrit sur la liste consulaire de l'ambassade. Donc, ça permet déjà de savoir qui est là, qui est qui, et qui fait quoi. Et ce n'est que sur cette base-là, maintenant, que des Camerounais qui sont inscrits justement sur la liste consulaire à l'ambassade, qu'on peut essayer d'abord de se compter et ensuite d'organiser quelque chose. Donc, il faut bien un critère, parce que si on n'a pas ce critère-là, je ne vois pas quel autre critère on pourrait avoir. Qui va appeler aussi des questions comme celle de la double nationalité, justement, qui est de dire, et là, il faudrait que nous ayons un consensus, je dirais, un consensus national, un consensus républicain, de dire, dès lors que vous avez le sang camerounais, si vous voulez vous inscrire comme tel sur une liste consulaire à l'ambassade, l'ambassade doit pouvoir justement vous inscrire. Mais même avec votre qualité, justement, de binational. Il n'y a pas de, je pense, il n'y a pas de honte à ça, comme notre compatriote disait tout à l'heure. Des gens dans leur parcours ont été obligés justement de faire ce pas. Et quand on vit à l'étranger, on comprend pourquoi les gens font ce pas. C'est très difficile. Pour l'élection de 2018, oui. Comment est-ce que vous communiquez là-dessus ?
Vous nous avez parlé de la cérémonie des vœux, mais comment vous, en tant que représentant de la diaspora, vous incitez des personnes à s'inscrire sur les listes électorales? La fonction de représentant de la diaspora est une fonction apolitique. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je le redirai et je l'écrirai à nouveau s'il le faut. Et comment est-ce qu'on fait? Ça rentre dans les... Que fait le représentant? Le représentant fait un plaidoyer. Il fait ce que les anglo-saxons appellent l'advocacy. C'est-à-dire, il doit rappeler à chaque occasion qui lui est donnée quels sont les fondamentaux. En matière pour les élections 2018, effectivement, lors des vœux, je l'ai rappelé, que inscrivez-vous sur les listes électorales, premièrement. Deuxièmement, quand un membre de notre diaspora me sollicite, l'une des questions que je lui pose en général, c'est est-ce que tu es inscrit sur les listes électorales ou pas? Messieurs, vous êtes inscrits sur les listes électorales? Voilà. J'ai une question, ce mandat finit quand? Mais mon mandat... Il y a un candidat. Non, votre mandat finit quand? Mon mandat n'a pas de... Il est à vie. Alors, ça, c'est un compte. Il est à vie. Non, ça, c'est un compte. Nous sommes là pour parler d'élections. Mais le représentant... Laissez-moi quelque chose qui continuer. se la démocratie. Non, mais laissez-moi continuer. Madame, vous aurez l'occasion, justement, de parler de ça. Inciter les Camerounais à s'inscrire. Donc, si vous n'êtes pas inscrit sur les listes et si, justement, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales, parce que c'est aussi ça. Si vous avez la possibilité, faites-le. Alors, j'en profite pour vous poser la question. On a invité à ce débat aussi les représentants de l'ELECAM, notamment à Paris. Malheureusement, ils n'ont pas pu être présents. Les leaders politiques qui étaient assis avant vous là ont pointé un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de cette commission électorale. Quand vous vous rendez notamment, par exemple, à l'ambassade de France à Paris, à l'ambassade du Cameroun, à Paris, l'affichage concernant l'ELECAM n'est pas visible. Alors, Émile, est-ce que déjà au niveau de la commission électorale, est-ce que vous pensez, comme l'a souligné tout à l'heure M. Jean Crépin-Niamsi, qu'il faut complètement dissocier les deux, l'ambassade du Cameroun et la commission électorale? Alors, physiquement, peut-être des locaux différents? Oui, il faudrait l'envisager, mais il faut en avoir les moyens. On ne peut pas être un État dans une telle pauvreté et mettre des deniers publics comme ça. Il y a un espace à l'ambassade qui est dédié à cela. Premier point. Second point, il faut se renseigner. Très souvent, les gens critiquent sans connaître le système. Quand on arrive à l'ambassade, il y a un monsieur à l'entrée, il y a un huissier qui renseigne selon la démarche qu'on vient y faire. Parce que c'est bien de critiquer sur la base de farfelus vidéos qui circulent ici et là. Il y a un huissier qui renseigne. Vous venez pour telle ou telle procédure, il vous renseigne. Et il est bilingue. Donc on ne peut pas dire qu'il ne pourra pas répondre, quelle que soit la langue dans laquelle on s'exprime, ou anglais ou français. Donc, non, il y a des locaux, il y a des bureaux, on peut les utiliser. Pourquoi on ne les utiliserait pas? Moi, je ne vois pas le problème. Peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être diffuser l'information que les inscriptions ont commencé. Par contre, il faut savoir que ce sont... l'enregistrement, le fait de s'inscrire sur les listes électorales, c'est séquencé. C'est séquencé. La dernière séquence s'est achevée en août ou septembre, je crois. Donc là, il y a une autre séquence qui a repris. Il faut rapidement le faire. Il y a des fenêtres. Si on vient dans l'intervalle où c'est fermé, c'est fermé. Il ne faut pas croire qu'on va rouvrir parce qu'on est dans la diaspora, parce qu'on a pris un train, un TGV et qu'absolument on doit le faire. Non. Être dans la diaspora ne dispense pas du respect du droit camerounais. Donc, non, il faut respecter. C'est ouvert. Tout le monde, maintenant, l'information est en ligne. l'ELECAM a un site. Alors, de dire que c'est une organisation qui n'est pas tout à fait transparente et qui est complaisante vis-à-vis du régime, ça c'est une chose. Par contre, de reconnaître qu'il y a un site qui existe et que là-dessus, on trouve l'information sur les inscriptions sur les listes électorales. Tout le monde peut le vérifier. Donc, on peut faire un procès. C'est à parfaire. Hein. Je ne dis pas que c'est une organisation absolument parfaite. C'est à parfaire. On peut l'améliorer de beaucoup de points de vue. Mais il y a de ce point de vue-là, les inscriptions, à mon avis, ça se passe de façon assez rapide, assez transparente. Et pour ceux qui l'ont fait, ça se passe très bien. Je ne vois pas. Et d'ailleurs, l'ambassade est un très bon endroit parce que si on vient faire une démarche administrative, on peut, comme ça, faire une pierre deux coups. On vient légaliser pour une démarche consulaire, quelconque. Et puis, dans la foulée, on s'inscrit sur la liste électorale, sans problème. Louis, est-ce que vous pensez que finalement, il y a un vrai manque au niveau de la pédagogie du vote pour les citoyens qui sont à l'étranger?
Ce que je voulais dire va paraître peut-être bizarre, mais je l'exprime quand même. On ne peut attendre d'une élection aucun dividende autre que celui de la légitimation des institutions et la légitimité des personnes qui sont élues. C'est les seuls dividendes qu'on tire d'une élection. Ça ne peut pas vous rapporter de l'argent, ça ne peut rien vous rapporter d'autre. En revanche, une mauvaise élection peut vous coûter très cher avec une crise post-électorale. Donc je pense que de ce point de vue-là, mégoter sur les moyens à mettre en place pour permettre à tous les Camerounais de voter serait un mauvais calcul. Quand on a dit ça, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? S'il faut ouvrir des bureaux de vote à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassade du Danemark, enfin du Cameroun au Danemark et ainsi de suite, tout cela est budgétisé l'année d'avant, au minimum. Bien sûr. Parce que quelqu'un rappelait qu'il y a 7 ans qu'on est au courant que cette élection aura lieu. Donc ça se prépare. On peut faire des projections, on peut faire des ajustements. Tout cela est faisable. Donc de mon point de vue, la première précaution à prendre, c'est celle de s'assurer que le recensement a été bien fait. C'est de s'assurer que tous les Camerounais ont accès aux moyens de se faire enregistrer au niveau du consulat, au niveau de la commission électorale. Et pour ça, je pense qu'aucun moyen d'incitation n'est de trop. Le site internet, par exemple. Moi, j'aimerais bien la cérémonie de vœux. Je dois confesser que je n'étais pas au courant qu'elle avait lieu. Je me suis inscrit, j'ai ma carte pour les élections qui arrivent, mais il y a des événements comme ceux-là au travers desquels on passe parce que simplement, on n'a pas reçu l'information. Ce n'est la faute à personne, mais je pense que l'ambassade du Cameroun aujourd'hui, et son consulat notamment, devraient s'arranger pour utiliser les moyens de communication modernes qui existent. C'est ça que avoir un site internet sur lequel les Camerounais peuvent se faire enregistrer, avoir une liste de diffusion à travers laquelle elle peut arroser les Camerounais, soit par courriel, soit par SMS, quand la nécessité se fait sentir. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il y a un effort que l'État doit faire pour s'assurer d'avoir tout fait pour ne pas exclure de Camerounais. En termes de communication. On est vraiment sur de la communication. Ça veut dire que, effectivement, il faut utiliser toutes les possibilités que le numérique nous permet aujourd'hui. Parce que les budgets, regardez la loi de finances, hein, c'est très simple. Le budget, la quote-part réservée à la gestion des Camerounais de l'étranger n'a pas trop varié, de 2018 n'a pas trop varié par rapport à 2017. Et le budget de l'ECAM de 2018 n'a pas trop varié par rapport à 2017. C'est-à-dire que, intuitivement, les deux postes budgétaires sur lesquels on pourrait trouver des marges de manœuvre pour pouvoir justement financer toutes ces différentes opérations, notamment au sein de la diaspora. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie effectivement que le numérique, aujourd'hui, les outils numériques doivent être utilisés dans une période de contraction budgétaire, avec des échéances aussi importantes qui nécessitent quand même de l'argent. Autant utiliser justement, et je suis d'accord avec vous, l'ensemble des outils numériques qui existent pour faciliter les inscriptions, quitte à ce que les gens scannérisent justement leurs documents et les fassent transmettre par email, ce genre de choses, au moins pour pouvoir répertorier, permettre aux gens justement de s'inscrire en ligne, quitte à ce que les vérifications justement se fassent par la suite, et notamment le jour du vote. Vous voyez, les solutions ne manquent pas, il faudrait qu'on s'y mette. Et puis il y a une chose que j'ai remarquée, parlant toujours d'élections, parce que nous nous plaignons de ne pas avoir assez de moyens pour organiser les élections. La commission électorale elle-même et les CAM s'en plaignent. J'ai juste un exemple auquel j'ai assisté et qui me paraît élémentaire. C'est-à-dire, c'est pas comme s'il fallait sortir de la cuisse de Jupiter pour le trouver. La carte électorale, on doit l'imprimer. Si on n'est pas capable d'imprimer une carte électorale, on peut au moins éditer une carte d'identité nationale. Et sur la base de sa carte d'identité électorale, on va voter. En Égypte, ça se fait. Dans un certain nombre de pays, ça se fait. On vous met un certain nombre de numéros de façon aléatoire, et une fois que vous arrivez, vous devez compléter avec d'autres chiffres sur les cases qui manquent. Je pense que c'est déjà un élément qui permettrait d'économiser un peu sur les postes de dépenses. Et en plus, ça vous éviterait aussi de chercher votre carte qui aurait pu être déposée dans un quartier autre que celui dans lequel vous vivez. Et l'autre chose qu'il faut aussi dire, c'est que la vie politique d'un pays, elle est rythmée certes par les élections,
mais elle doit être ininterrompue. À quoi sert un parti politique s'il est un intermittent de la politique? S'il n'attend que les élections pour exister. Je pointe tout le monde. Je pointe tout le monde. Parce qu'ils sont tous logés à la même enseigne. Qu'il s'agisse du RDPC, du MRC, du SDF ou d'autres. Combien de meetings politiques relevez-vous dans notre pays avant les élections? Il y en a très peu. Et ce n'est pas les sujets sociaux qui manquent. Les coupures d'eau, les coupures d'électricité, les routes qui ne sont pas en bon état. Enfin, je veux dire, si on doit faire l'inventaire des choses sur lesquelles on attend que les politiciens se prennent en charge et prennent en charge la population, la liste, elle est immense. Mais on l'a souligné tout à l'heure, rapidement, les partis politiques sur le continent, malheureusement, n'ont pas les mêmes moyens. Enfin, il faut le reconnaître. Les moyens viennent avec la reconnaissance de la population. Non, c'est d'abord les électeurs. Ce qui donne la légitimité et les moyens, ce sont les électeurs. Vous prenez les grands partis politiques africains. En Afrique de l'Ouest, ils sont tous effondrés, PDC et RDA, qui ont structuré la vie politique, ils ont tous tombé. Vous prenez l'ANC en Afrique du Sud. C'est un très grand parti politique. Il ne vit pas de donations uniquement de l'extérieur. Il ne vit pas que des prébendes qu'il tire de l'État. Vous prenez le MPLA en Angola, c'est un très grand parti, très bien structuré. Vous prenez la ZANU-PF au Zimbabwe, on peut dire tout le mal qu'on veut de ses dirigeants. Ce parti est un parti structuré. Voilà les grands partis dont nous disposons sur le continent. Vous n'en aurez pas d'autres. Et ces partis, leur légitimité, ils la tirent à la fois des luttes qu'ils ont menées, des combats qu'ils ont gagnés et de la confiance que leurs électeurs leur donnent. À partir du moment où vous avez la confiance de vos électeurs, vous avez les moyens de votre politique. Et si vous n'avez pas la confiance de vos électeurs, si vous êtes loin de leurs préoccupations, ne soyez pas étonnés qu'ils soient loin de vos caisses et qu'ils soient loin de vos candidats au moment des élections. Très bien. Émile, rapidement, est-ce que vous pensez que finalement pour 2018, ça s'annonce un tout petit peu compliqué quand même? On a pointé un peu un certain nombre de dysfonctionnements, même si on souligne des progrès, mais finalement pour ces partis politiques qui sont un tout petit peu quand même, comme l'a souligné Louis, qui font pas beaucoup de meetings, qui là vont se réveiller, vont présenter leurs projets dans quelques mois. Comment on fait quand on est citoyen camerounais de l'étranger finalement? Alors je n'ai pas vraiment la certitude que la participation politique soit la préoccupation première des citoyens de la diaspora. Je parle parce qu'il y a 15 ans à peu près, 2002-2003, j'ai conduit une étude sur cette question-là. Sur cette question. Les Camerounais de l'étranger ne sont pas intéressés par la vie citoyenne? Non, alors, je dois rappeler que mon échantillon se trouvait en Île-de-France essentiellement. Et tout le monde souhaitait, d'ailleurs, un changement au Cameroun. La plupart, en tout cas la majorité des interviewés souhaitaient un changement, mais très peu étaient prêts à faire la démarche d'aller voter, d'adhérer à un mouvement, et ainsi de suite. Mais ça, c'est une tendance de fond que vous relevez, y compris dans les grandes démocraties. Vous prenez les États-Unis, la France, l'Allemagne, les gens vont de moins en moins voter. Ils ont de moins en moins confiance. Voilà. Les préoccupations, je vous les ai listées. Hein. Mais à côté de ça... Le bien travail, sûr, bien sûr. On peut juste laisser finir, M. Boyogueno. Donc voilà la préoccupation première, fondamentale. À côté de cette préoccupation, il y a quand même une sorte de... Il y a un air du temps. J'ai le sentiment que cette année 2018 va être un peu particulière. J'ai le sentiment peut-être que avec 2011, c'était un vote historique. C'était la première fois que la diaspora pouvait participer aux élections dans les 41 représentations consulaires. Il y avait 41 postes consulaires qui étaient associés à cette élection-là. Peut-être que depuis, beaucoup d'autres compatriotes ont compris que ça existe et peut-être qu'ils vont se mobiliser un petit peu plus. Seul problème, la vraie question, c'est toujours la façon dont se comporte l'opposition. C'est toujours le problème, la façon dont se comporte l'opposition. On a... Ça, c'est un tacle pas très régulier. Non, alors je ne suis pas en train de... Non, deuxième parce que pour danser, faut danser x2. Non, mais on en parlera en deuxième partie, rapidement. Alors... Concluez en deuxième partie, on parle justement de l'opposition. La seule façon, oui, comment elle se comporte, peut-être parce que, comment elle se comporte, c'est-à-dire, est-ce qu'elle sera capable d'avoir des scrutateurs, est-ce qu'elle sera capable de diffuser son message jusqu'à la diaspora, est-ce qu'elle sera capable d'être présente le jour du scrutin? Ça, c'est la vraie question. Je parle sur la base des faits, je ne suis pas en train de pérorer sur des choses à cause. Non, je parle sur la base des faits. Historiquement, en 2011, il y avait très peu de représentants de l'opposition. Les derniers événements à l'ambassade le prouvent. Est-ce qu'en 2011, il pourrait faire mieux? En 2018, l'opposition pourrait faire mieux? C'est la question qu'on se pose. Et c'est l'inconnu pour l'instant. C'est l'inconnu parce que ça coûte très cher d'avoir un représentant à l'étranger.
Le Ne RDPC... parlez pas de prix. Ne parlez pas de prix, vraiment. Non, on va non, juste les écoutez, laisser. je ne parle pas de prix monétaire nécessairement, Non, monsieur ça Kemayou. me- Non, non. monsieur Kemayou, je ne Ce parle en pas quoi ça me d'argent. choque, ce en quoi ça me Je choque, parle de prix. c'est Oui. qu'on donne une valeur Oui. monétaire ou économique. Ah à non, un justement, je disais que c'est un prix, ça Ce coûte qu'il cher. faut, ce qu'il Oui. faut, c'est créer les conditions pour que tous ceux qui le souhaitent, parce qu'encore une fois, aucun parti n'est obligé de participer à des élections. Il n'est même pas obligé Il est d'envoyer. souhaitable. Oui, mais Mais il c'est n'est pas souhaitable. obligé. Il n'est pas obligé de participer. Oui. Et il n'est pas obligé d'envoyer des candidats ou d'envoyer des scrutateurs. Donc, ce qu'il faut, c'est que toutes les conditions de transparence soient réunies. La présence des Et que- scrutateurs, notamment, ça fait partie de la C'est pas transparence. obligatoire. On va juste le Non, laisser non, finir. on- On non, va mais juste non, finir. c'est Comment pas parce qu'on garantir arrive la au terme. transparence s'il n'y a pas de scrutateurs? Enfin, comment on Mais garantit la ce transparence? sont les électeurs qui comptent. Ici, ce sont les électeurs qui comptent. C'est-à-dire que si on a une élection à laquelle le taux de participation est de 90%, avec moins de 3 partis politiques qui viennent, on ne remet pas en cause le résultat de l'élection. Tout à l'heure, vous parliez de légitimité. Non, Monsieur je suis en Kemayou. train de- Là, vous non. êtes en train d'aborder la question de l'égalité. S'il vous plaît. Vous Alors, parlez de monsieur. légitimité Non, de justement, de j'ai dit- l'élection. Si on organise Pour une qu'elle élection soit- aujourd'hui avec 3 partis politiques seulement, mais 90% de taux de participation, vous avez la représentation qui est là, qui est faible. Rien que 3 partis politiques. Vous avez 90% d'électeurs qui viennent. Qu'est-ce que vous privilégiez entre les deux? Monsieur Kemayou, la question... Mais là, ce dont on a parlé tout à l'heure, il n'y avait qu'un seul parti d'opposition. Là, en l'occurrence, en 2011. Mais On a dit heureusement qu'il y avait... qu'il y en a. qu'il y Mais avait je le veux dire, RDPC, c'est il y pas avait- l'élément pour moi qui compte le plus. Qui est ou pas, c'est leur responsabilité. Qu'ils veuillent participer à la vie politique ou qu'ils s'en foutent, ça, c'est leur responsabilité devant les Camerounais. Ils sauront comment les sanctionner. Mais c'est pas aux juges ou à la commission électorale Là, vous ou parlez aux de partis l'égalité. en place Non. de juger si c'est moral ou pas moral. Non, Monsieur alors, Kemayou, la vous, question- c'est- Alors, vous parlez juste de pour l'égalité, revenir. on parlait de légitimité. Pour que cette élection soit légitime, il est indispensable même que le maximum de partis politiques soient représentés, y compris ceux de l'opposition. Donc, c'est ce qui est souhaitable. Là, vous parlez de l'égalité, vous dites que l'élection sera absolument validée, quel que soit le taux de participation. Mais oui, Même parce s'il n'y a que... qu'un seul parti Oui, politique, parce ce que sera notre validé. code électoral prévoit que, Bien oui. notamment la présidentielle, c'est un scrutin uninominal et à majorité, c'est tout. Par contre, là c'est le côté légal. Par contre, en termes de légitimité, il est impératif qu'un maximum de partis, du moins de candidats, aient des représentants pour garantir la légitimité, pour assurer la transparence dont vous parlez. Sinon, comment est-ce qu'on assure la transparence de tout cela? Et c'est pour cela que je disais, pour qu'il y ait cette transparence, pour qu'il y ait cette représentation, que ces opposants qui viennent souvent faire des conférences dans certaines salles, quand ils vont également faire des conférences dans des universités, prennent aussi un peu le temps de s'assurer d'un représentant pour telle ou telle rencontre, pour un peu de représentation, enfin, pour garantir la transparence. Je crois qu'on dit la même chose, mais on dirait que vous avez le sentiment que je Non, suis contre c'est que- votre idée. S'il vous Non, plaît. non, Alors, je- messieurs, non, messieurs, alors on arrive au terme de cette première partie. On va continuer justement en parlant des moyens mis en œuvre pour que finalement, les forces politiques puissent être présentes à cette élection présidentielle que nous attendons tous finalement. Pour revenir, Émile, tout à l'heure, vous parliez des partis politiques, de l'opposition. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que cette élection ne représente pas un nouveau défi pour l'opposition camerounaise, Émile? Chaque élection est un défi pour l'opposition camerounaise. Chaque élection est un défi et il est important d'en saisir la mesure. Dans ce cas-ci, c'est 4 élections qui sont prévues. Il faut jouer le jeu à fond. Je ne suis pas sûr que le calendrier électoral qui a été évoqué ici tout à l'heure par Mme Lehmann du RDPC, j'avais pas le sentiment en gros que les autres partis avaient le même calendrier, ou du moins j'ai eu le sentiment qu'ils étaient à peu près surpris. Mais c'est un calendrier qu'il faut absolument prendre en compte et se préparer. J'ai appris qu'il y a un congrès, il y a un parti qui a un congrès. Enfin, on voit, mais allez, ils ont du mal quand même. On a le sentiment que l'opposition a du mal, mais pourtant elle a une vraie chance aussi. Elle a toutes ses chances, à mon avis. Elle a toutes ses chances. Bien sûr, il y a des choses à parfaire. On ne peut pas l'ignorer. Enfin, il y a des choses à améliorer dans cette démocratie pour l'instant, mais il y a des acquis et il faut que l'opposition saisisse ses acquis. Et grâce à ces acquis, s'impose et qu'on fasse progresser l'affaire. Parce que, au fond, si cette démocratie marche bien, ce n'est pas seulement pour l'opposition ou pour le pouvoir. C'est la population qui n'en vit que mieux, en fait.
On a tous besoin que la population camerounaise vive mieux. On n'a pas, le Cameroun n'est pas la propriété de l'opposition, ou du pouvoir. Tout le monde souhaite que ça marche mieux. Alors faisons en sorte que ça marche mieux. S'il faut que l'opposition travaille pour cela, qu'elle fasse le nécessaire, qu'elle fasse son travail, qu'elle s'oppose, mais de façon efficace, qu'elle fasse également preuve de démocratie. On se rend compte quand même qu'en 1990 et 2018, c'est à peu près les mêmes visages dans la plupart de ces formations politiques, à quelques exceptions près. Donc du coup, on se demande si ce que cette opposition reproche au pouvoir, en fait, elle ne la reproduit pas elle-même. Donc, est-ce qu'elle est légitime pour porter ses critiques? Vous voyez, ce sont des interrogations d'un citoyen lambda, mais je pense que, tout le monde se pose la même question. Depuis 1990, c'était les mêmes. En 2018, on a les mêmes visages. Allez. Il y a un peu un renouvellement. On a Maurice Kamto, on a Cabral Bibi. À quelques exceptions près. À Keremouna. À quelques exceptions près. On a eu Kawala. En 2011. En 2011, notamment, il y a quelques progrès. Quelques exceptions près. Ce sont là les exceptions. Et pour l'instant, en dehors alors, on ne sait pas si on aura les deux, Keremouna et M. Maurice Kamto. On ne sait pas encore pour l'instant, parce que les deux seraient en pourparlers. Mais je pense que tout ça est très bien pour le dynamisme de notre démocratie. Et on n'en est que ravis. Très bien. Ce qu'il faudrait, moi je pense, Oui. ce qu'il faudrait en 2018, c'est qu'on sorte du culte de la personnalité. J'ai entendu tout à l'heure parler de la mouboutisation du Cameroun. Nous y sommes en plein. Et il ne s'agit pas que de dire que c'est de la part du RDPC ou d'un autre parti. C'est que de façon générale, nos formations politiques ont ce culte du président qui sera le candidat naturel de la formation, de la famille politique. Et ce n'est pas normal. L'homme providentiel n'existe pas. Il existe des programmes providentiels, il n'y a pas d'homme providentiel. Voyez, même au niveau du Zimbabwe, qui était présenté comme l'un des châteaux forts de l'autocratie en Afrique, la ZANU-PF a compris que l'homme providentiel, ce n'était plus son chef. Il l'a dégagé. Donc aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que l'élection, le seul critère qui compte, c'est le bien-être des populations. La magie de la politique, c'est de faire que ce qui était impossible pour la majorité devienne possible. Et donc, si les dirigeants politiques ne se mettent pas dans cette dimension-là, à ce niveau-là, je crains que nous ayons encore des lendemains très difficiles en termes électoraux. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on puisse y avoir un seul candidat pour l'opposition? C'est un jeu à somme nulle. C'est un jeu à somme nulle. L'idée d'avoir un candidat unique de l'opposition. On n'élit pas un homme providentiel, on élit un programme, encore une fois. Et il faut une élection à 2 tours pour qu'au premier tour, on élimine et au deuxième tour, on choisisse. On choisit celui qui représentera, celui qui dirigera et incarnera le Cameroun pendant les 7 ans à venir. Mais encore une fois, c'est utopique quand même, le 2 tours. Il n'y a pas que... C'est utopique, non? Vous ne croyez pas? Il faut 2 tours. Il faut 2 tours. Non, je dis c'est utopique. On est en presque fin janvier 2018. C'est un jeu à somme nulle. Au nom de quoi? D'ici à ce qu'en octobre 2018, on ait une modification de la loi, j'ai peur que ce soit un peu juste, non? Nous sommes en train de parler de perspective. Je n'ai pas le nez dans les préoccupations immédiates. Ce que je dis, c'est que il est important. Au-delà de 2018, donc. Oui. Au-delà de 2018, okay. Il est important que le Cameroun se mette au diapason de tout le monde et qu'on ait une élection à 2 tours dans laquelle on n'oblige pas les gens à faire des primaires ou à se coaliser face à un autre candidat. Déjà, je trouve ça pas très loyal parce que en foot, c'est 11 contre 11. Et si là, on a un parti et d'autres partis qui se mettent ensemble pour en battre un, je trouve que c'est pas très loyal. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est sur la base de programmes. Au nom de quoi? Enfin, je ne vais même pas rentrer dans le développement, mais vous avez vu avec l'élection de Trump comment les primaires ont laissé des cicatrices au niveau du Parti démocrate. Vous avez vu au niveau de la France comment les primaires ont laissé des cicatrices dans les grands partis. Donc, on n'est pas obligé de recopier tout ce qui n'a pas forcément marché ailleurs pour le faire chez nous. Et dernière étape de ce que je voudrais dire, il est question aujourd'hui pour les partis politiques de comprendre qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle. Il y a même une nouvelle élection qui risque d'avoir lieu cette année, c'est les régionales, dont personne ne parle. Je suis sidéré de constater que dans le débat politique, on ne parle pas de la régionalisation malgré le problème anglophone auquel nous faisons face aujourd'hui qui interroge sur la forme de l'État. Donc il est important pour les hommes politiques de se mettre au niveau des enjeux. Le Cameroun, ce n'est pas qu'une élection présidentielle, c'est une perspective d'avenir que les politiciens ont l'obligation de nous donner. Très bien.
Monsieur Serge Bakwa, Oui, merci. concernant l'opposition, hein, bien sûr. Oui, concernant l'opposition, je vous ai dit tout à l'heure que la diaspora, c'est la société civile. Hein. Donc, la société civile regarde ce qui se passe, tant du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. Vous m'interpellez du côté de l'opposition, vous m'interpellez sur l'opposition. La seule chose que je peux dire, sans sortir justement de la ligne de crête que je me suis toujours fixée, c'est dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'improvisation n'est pas permise. C'est-à-dire, ça rejoint un tout petit peu voilà, il faut être, ce que dit Louis peut-être. Il faut être préparé. Il faut travailler. Il faut sentir justement les besoins de la population et au cas d'espèce pour nous, sentir justement les besoins de la diaspora camerounaise. Diaspora camerounaise en général, diaspora camerounaise en France en particulier, pour ceux qui viendront faire campagne en France auprès de cette diaspora. Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle en attend ? Et en quoi les différentes promesses, les professions de foi des différents candidats vont permettre de résoudre ces différentes problématiques. Comment fait-on pour consolider cette diaspora dans son pays de résidence ? C'est déjà ça d'abord. Et ensuite, les marges de manœuvre que cette diaspora consolidée dans son pays de résidence dégage, comment fait-on pour les drainer justement de manière appropriée vers le Cameroun, vers l'émergence du Cameroun. Nous avons envie d'entendre, nous, la société civile, nous, diaspora, des perspectives dans ce sens-là, tant du côté de l'opposition que du côté du pouvoir en place. Alors pour finir, j'aimerais quand même rappeler un tout petit peu, en 2011, le nombre d'électeurs inscrits, 7 521 651. Le nombre de votants, 4 millions. L'abstention, 2 millions de voix. Et puis le taux de participation, 65%. Voilà, c'est sur cette note que je vous propose de conclure ce débat. Merci à vous trois d'avoir participé. Merci. Malheureusement, on n'a jamais assez de temps. Mais j'espère que vous reviendrez sur d'autres sujets qui nous concernent. Et puis surtout, allez vous inscrire sur les listes électorales. Tout à fait. C'est déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne soirée.